Alors, c'était le cas clinique qui était tombé l'année dernière de la jeune fille de 12 ans qui consulte pour des douleurs de jambes gauche évoluant depuis 3 ans. Et c'est des douleurs qui apparaissent en fin de journée et qui la réveillent également la nuit. Ces douleurs ne sont pas calmées par le paracétamol, a été dispensée de sport depuis 2 ans et les parents sont inquiets car les différents médecins rencontrés disent que c'est dans sa tête et que les douleurs persistent. Plusieurs examens d'imagerie ont été faits et des radiographies IRM de cheville, de genou, et rien n'a été trouvé. Donc, la première question était de savoir ce qu'il fallait rechercher à l'examen clinique. Alors, tout à l'heure, j'en ai discuté, comme je vous avais dit, avec votre collègue. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez déjà commencer à nous dire, ou à formuler une réponse, comment vous voyez la réponse en tout cas. L'idée vraiment sur les cas cliniques, c'est que ça soit interactif, hein. C'est pour voir si, comment vous auriez répondu et comment on pourrait améliorer ces réponses-là. Question, ce qui est un peu embêtant avec ce cas clinique, que c'est dans le lancé qu'elle a vu déjà différents médecins et le bilan radiologique a déjà été entamé. Peut-être que ça peut induire en erreur ça. Alors, le fait que le patient ait déjà consulté et que d'autres examens ont été faits, est-ce que ça peut induire en erreur? Alors, dans ce cas clinique en particulier, non, parce qu'on ne vous dit pas ce qui a été trouvé et on ne vous dit pas ce qui a été fait et on ne vous fournit pas ces imageries qui ont été faites auparavant. Donc, vous allez partir du principe que rien n'a été fait, puisque la patiente n'a pas eu de diagnostic et qu'on vous dit clairement, hein, les différents médecins rencontrés disent que c'est dans sa tête. Donc, c'est comme si vous partiez à zéro. Et c'est souvent le cas quand c'est des diagnostics on va dire, des diagnostics un peu bâtards qui sont difficiles à trouver. Et donc, vous allez partir à zéro. Surtout, encore une fois, on ne vous a pas fourni l'imagerie. Donc, vous faites abstraction de ce qui a été fait et vous partez sur une copie vierge, on va dire. Ok. Alors, comment vous envisagez cet examen clinique pour cette patiente? Quelqu'un veut se lancer? Euh, Déjà, on pense, on commence par la douleur, l'installation de la douleur, l'épisode. Est-ce qu'elle était, est-ce que la Mhm, chronicité de la douleur, est-ce qu'elle mhm. est mécanique ou inflammatoire? D'accord, Est-ce qu'elle est calmée par juste du paracétamol? Est-ce que les anti-inflammatoires? Est-ce que par l'aspirine? d'accord, Et puis, l'examen clinique recherche aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une tuméfaction? On regarde du siège de la douleur. Et puis, on parle aussi sur l'état cutané. On regarde, est-ce qu'il y a des signes inflammatoires? Il n'y a pas de signes inflammatoires. Et, d'accord. et Très bien. puis, ouais. Et puis, l'examen clinique habituel, c'est les antécédents, euh, bon, est-ce que les sportifs ou non? Ok. Ce que je vais vous conseiller, moi, surtout pour bien répondre à ces questions alors, de un, éviter de perdre du temps et de deux, éviter de perdre des points, surtout en oubliant des mots-clés qui peuvent être très, très préjudiciables si vous les oubliez. Ce que vous devez faire, c'est de vraiment, vraiment structurer vos réponses. C'est-à-dire que là, on vous demande ce que vous recherchez à l'examen clinique. L'examen clinique, c'est l'interrogatoire et ensuite l'examen physique. Donc, il faut déjà avoir cette structure-là en tête. Vous allez commencer par votre interrogatoire. Quand vous dites interrogatoire, là, tu vois, tu viens de parler des attributs de la douleur, tu viens de parler et ensuite tu as parlé de ton examen clinique, et ensuite tu es revenu à l'interrogatoire pour rechercher des antécédents, pour rechercher des. Donc ça, c'est vraiment peut-être une des idées à ne pas faire, c'est d'avoir cette sorte de petite anarchie qui peut perturber votre réponse et surtout perturber le correcteur qui va vous lire et donc qui ne va pas très bien comprendre l'organisation que vous avez suivie. D'accord? Donc, essayez de vraiment structurer la réponse. Ce que je vous propose, moi, c'est vraiment surtout une structuration de la réponse plutôt que des réponses toutes faites. Donc, il faut dire que cet examen clinique sera fait par l'interrogatoire et par l'examen physique. Et ensuite, vous détaillez votre interrogatoire. Donc, interrogatoire, comme il a été mentionné, c'est des antécédents. L'examen du carnet de santé est très important quand on est face à un enfant.
voir la courbe de croissance, voir s'il y a une notion de traumatisme, voir ce qui a été fait, détailler ce qui a été fait, c'est-à-dire les médicaments qui ont été pris, est-ce qu'il y a eu un repos sportif ou pas, tout ça, il faut le redétailler. Et ensuite, va rentrer dans l'interrogatoire de la sémiologie en elle-même, c'est-à-dire d'abord les signes généraux, est-ce qu'il y a eu une altération d'état général, une perte de poids, une perte d'appétit, est-ce qu'il y a eu un épisode infectieux, est-ce qu'il y a eu des antibiotiques qui ont été pris. Et ensuite, on va rechercher aussi les attributs de la douleur et également rechercher la pratique sportive, la recherche de microtraumatisme. Je trouve que ça, c'est des éléments qui sont importants à faire ressortir dans l'interrogatoire de cet enfant. Vous me dites si vous pensez à d'autres éléments qui seraient importants aussi. On est Ok, d'accord? oui, Ensuite, on va passer à l'examen clinique. Et là, l'examen clinique, c'est vraiment l'examen standard. Quand je dis examen standard, c'est quand vous allez rédiger votre réponse, il faut penser aux mots-clés. Encore une fois, je le dis, je le répète, je sais, mais il faut vraiment penser aux mots-clés. Et il faut orienter votre examen face à la pathologie qui est en question. Parce que là, ce que vous allez faire pratiquement pour tous vos patients. Vous essayez de montrer que face à ce patient, il y a quand même des trucs à rechercher en particulier. Donc là, on va prendre la taille, le poids, la température, faire une inspection, on va faire une palpation, on va rechercher les mobilités, essayer là, parce qu'en l'occurrence, vous êtes face à des douleurs osseuses qui évoluent depuis longtemps, la palpation des reliefs osseux, la palpation et la percussion de ces reliefs osseux, la recherche d'épanchement, la recherche de mobilité articulaire. Et bien sûr, cet examen, il doit être comparatif et il doit être consigné. Ça, c'est des mots-clés qu'il ne faut jamais oublier de rajouter. D'accord? La première question, c'est une question assez standard, c'est vrai. Détailler l'examen clinique. Mais c'est une question qui va vous faire gagner beaucoup de points, on va dire assez facilement, à partir du moment où vous savez comment la rédiger, vous savez comment la structurer. Encore une fois, c'est de garder à l'esprit cette hiérarchie et de garder à l'esprit ces mots-clés qu'il faudra intégrer. Si ça avait été une autre pathologie toute différente, une autre présentation clinique toute différente, c'est-à-dire que si ça avait été un gamin qui se présente pour des douleurs évoluant depuis 3 jours avec de la fièvre, là, on aura peut-être pratiquement le même examen clinique, mais à ce moment-là, il faudra l'orienter autrement. C'est-à-dire que là, on ne va pas s'attarder sur la pratique sportive, on ne va pas s'attarder sur les microtraumatismes, quoi qu'il faudra les faire ressortir, mais on ne va pas s'attarder sur ces choses-là. Par contre, vu que c'est une douleur chronique, vous voyez qu'il y a d'autres éléments qu'il faudra faire ressortir. OK? ok. Alors, la deuxième question était, l'examen clinique est pauvre en dehors d'un point douloureux localisé à la jonction tiers moyen, tiers distal de la jambe gauche en postérieur. Prescrivez-vous des examens d'imagerie et lesquels? Alors, quelqu'un veut se lancer? On commence par une radiographie standard. Mhm. Radiographie de la jambe prenant le genou et la cheville passe profil. D'accord. Et puis, bon, un scanner aussi, puisque c'est les examens. Alors, quand vous ont demandé s'il y avait d'autres examens, vous voyez très bien qu'ils avaient mis le S, quand ils demandent lesquels ou lequel, Oui, ils ont mis le S entre ils ont parenthèses. mis un. Donc c'est un peu traître quand ils font ça. C'est un peu traître. Il faut pas tomber dans la facilité de tout demander. Encore une fois, je vous rappelle que cet examen-là, il a à l'esprit de tester les connaissances d'un chirurgien en ville pour lequel ce patient se serait présenté à une première consultation. Donc, toi, tu vas te dire, si ce patient avait été devant moi à ma consultation, qu'est-ce que je lui aurais demandé? Est-ce que tu aurais demandé forcément un scanner? Non, Non. Moi, je pense que le scanner, à cette étape-là de l'examen, déjà, on est face à une douleur qui est chronique, qui évolue depuis longtemps. Il n'y a pas de signal d'alarme qui nous ferait passer à un degré, on va dire, plus avancé d'imagerie, du moins pour l'instant. Donc, moi, je pense que l'examen, comme tu l'as bien dit, l'examen à demander, c'est la radiographie de la jambe gauche de face et de profil. Là où il serait intéressant aussi de demander une échographie, peut-être où il serait intéressant, parce qu'on vous parle de douleur au niveau du segment postérieur. Et là, en l'occurrence, si à l'examen clinique, il y avait d'autres signes, on aurait pu demander une échographie du segment jambier qui explorait les parties molles, l'os et un examen au Doppler. Et moi, je pense que la réponse qui était attendue, c'était d'avoir la radiographie, parce qu'on est face à une sémiologie qui a une certaine chronicité, il n'y a pas de signe d'alarme ou d'urgence. Et encore une fois,
vous êtes dans votre cabinet et vous voyez cette info pour la première fois. Donc, il faut vraiment aller de façon hiérarchisée et méthodique dans vos examens cliniques. Et en fonction de ce que vous allez retrouver à la radio, vous allez pouvoir demander d'autres examens. D'accord? On continue. Alors, finalement, la patiente se présente après un mois avec une radiographie. Décrivez la radio et quel diagnostic évoquez-vous? Alors, la qualité de l'imagerie le jour de l'examen, il se peut que vous tombiez sur des. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris la radio de l'examen. La qualité de l'imagerie le jour de l'examen, il faut vous attendre à ce que vous ayez des radios imprimées et que vous n'ayez pas la belle radio sur négatoscope. Donc, ne soyez pas choqués. Quelqu'un veut se lancer sur cette question? Donc, c'est une radio standard de toute la jambe gauche, face profil, qui montre une lésion tiers inférieure de la diaphyse, osteo-condensante, excentrée, surtout postérieure, avec une réaction périostée compacte, pleine, pas d'envahissement de parties molles sur la radio. J'ai écrit on peut suspecter une pathologie tumorale chez le centre. Alors, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réaction périostée. Hein. Là, on ne voit pas vraiment de réaction périostée. Il y a un épaississement de la corticale, mais sur la radio qu'on voit, il n'y a pas vraiment de réaction périostée qui est claire. Hein. Il y a vraiment un gros épaississement de la corticale. Épaississement, oui, de la corticale, beaucoup Il y a un plus gros postérieur. épaississement de la corticale, mais Effectivement, il n'y a pas. c'est un peu embêtant parce que j'avais ça en tête. On ne peut pas décrire que c'est une réaction périostée pleine. Oui. Alors, les réactions périostées, c'est quand tu vois une réaction périostée, tu vois vraiment nettement une réaction périostée. Il faut que ce soit par rapport au contraste de la corticale, la réaction périostée, elle sera légèrement moins dense. Donc là, tu vois que en périphérie de cet épaississement cortical, il n'y a pas ce relief légèrement de transparence diminuée par rapport à la corticale qui puisse être interprétée ou intégrée comme une réaction périostée. Il faut dire que les réactions périostées, c'est assez rare qu'on voit ça sur des ostéomostéoïdes. Hein. C'est assez rare. L'ostéomostéoïde, en fait, c'est quoi? C'est une petite boule inflammatoire qui va se créer autour de laquelle va se construire de l'os. Et parfois, on peut voir des réactions périostées, hein, mais souvent, surtout quand c'est diaphysaire, on n'en voit pas. D'accord? Alors, la réponse que tu as donnée, moi, je trouve, à part le fait d'avoir mentionné cette réaction périostée qui peut être préjudiciable, hein, parce que si tu intègres ce genre de réponse, tu peux avoir, alors le correcteur, s'il est indulgent et s'il est clément, il peut juste te sanctionner en t'enlevant de la note, mais il peut aussi être tout à fait sévère et conclure à une interprétation erronée. Et là, tu n'auras pas du tout de note sur cette question-là. Je crois qu'il m'a mis un 0 là. Et là, ensuite, parce que tu vois, sur cette question-là, la question, elle est claire. Ce qu'on demande, c'est d'écrire la radio et quel diagnostic. Et là, tu vois, ils n'ont pas mis de S. Donc là, ils te demandent vraiment de te prononcer sur le diagnostic. Donc, la réponse que tu as donnée, alors, ce que je voulais d'abord vous rappeler, c'est ces trois cours-là pour la pathologie tumorale, ces trois cours qui sont essentiels et qui sont très, très bien, on va dire, très, très bien organisés pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Où on vous explique comment décrire vos réactions périostées, comment vous décrire votre atteinte corticale. C'est vraiment les trois cours qui sont capitaux à avoir pour pouvoir bosser ce genre de questions. D'accord? Là, en l'occurrence, on est face à un ostéomostéoïde. L'ostéomostéoïde, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une petite lésion qui est bénigne, qui est ostéogénique et qui est souvent retrouvée au niveau du fémur proximal. Il est pas rare qu'elle soit diaphysaire, mais c'est surtout des lésions au niveau du fémur. Alors, c'est de la pathologie, on va dire, du jeune, de l'adolescent et du grand enfant. Mais elle peut se voir à tout âge. Hein. Le diagnostic, il est radiographique et le scanner, il peut faire le diagnostic. Et le traitement, il est généralement fait par l'ablation par radiofréquence de cette lésion-là, qui se fait surtout en percutanée. Donc, ça, c'est un petit rappel épidémiologique. De toute façon, vous aurez le diapo et vous aurez la fiche de cours pour ce cours-là. Alors, ce qui est important, ce que je voulais rappeler, c'est ça, c'est une question qui a été posée
je crois que c'est sur une des dernières, sur une des sessions où où il fallait expliquer pourquoi la douleur apparaissait surtout la nuit et qu'elle était calmée par l'aspirine. L'explication, elle vient que cette lésion-là, le nidus, il est sécréteur de prostaglandine E2. Et on sait que cette prostaglandine, elle est inhibée par les INS. Aussi, ce que je voulais vous rappeler, c'est que ces ostéomostéoïdes, ils pouvaient se manifester chez les enfants par des douleurs, mais aussi par des scolioses, par des perturbations de la croissance et par des raideurs articulaires, entre autres au niveau de la hanche et au niveau de la cheville, si ces ostéomostéoïdes se développent par exemple au niveau du col du talus ou au niveau du col du fémur. D'accord? Bon, ça, c'est un petit rappel de staging tumoral. Je pense que ça, vous connaissez déjà. Vous me dites s'il y a besoin de s'attarder sur ça. Hein. Et bon, la partie courbe, je pensais qu'on aurait le temps de le faire parce que là, de la pathologie. On avait commencé assez tard Donnez-leur aujourd'hui. des éléments Je vais vous la laisser. prise en charge. On va juste continuer à répondre aux questions. Quelqu'un veut se lancer sur la question? Donc, vous êtes là? Bon, Oui, nous sommes là. Oui, on est là. Alors, la question est de savoir le risque évolutif de la pathologie. Quand on est face à une pathologie tumorale, il y a, on va dire, trois éléments de réponse qu'il faut apporter à la patient, à la famille et au patient. D'abord, est-ce que c'est grave ou pas? Donc, est-ce que c'est malin ou bénin? Ensuite, est-ce que quand on dit malin, est-ce qu'il y a un risque de métastase et donc d'envahissement loco-régional ou à distance? Et est-ce qu'il y a un risque de récidive? Donc, c'est ça vraiment les éléments qu'il faut apporter à la famille. Donc, ici, ce qu'on peut dire aux parents, on peut les rassurer sur le caractère évolutif de cette lésion. Il s'agit d'une tumeur osseuse primitive bénigne. Il n'y a pas de risque d'envahissement local ou à distance. Et la résection, surtout si elle prend le nidus, elle permet la guérison avec un faible taux de récidive. Il ne faut pas dire aux parents qu'il n'y a pas de taux de récidive, parce qu'il y a quand même des récidives qui se voient sur les ostéomostéoïdes. Je crois qu'ils sont de l'ordre de 3 à 7% pour les ablations par radiofréquence, mais ce qui quand même doit être précisé aux parents. Donc, il faut leur expliquer que les douleurs sont d'origine inflammatoire, que la réaction osseuse périphérique et cet épaississement cortical, c'est une réaction par rapport à ce nidus-là, et que cette densification-là de la corticale et autour de la médulaire ne doivent pas être interprétées comme quelque chose de malin. Donc, ensuite, on vous demande de présenter votre prise en charge. Donc, la prise en charge, elle va passer d'abord par la confirmation du diagnostic. Et là, c'est un peu particulier pour l'ostéomostéoïde, ce qui n'est pas le cas pour les autres tumeurs malignes où il faut impérativement avoir une biopsie. L'ostéomostéoïde, on peut faire le diagnostic grâce à la TDM. Et j'insiste sur le fait que la TDM reste l'examen de choix pour l'ostéomostéoïde parce que c'est une tumeur qui se développe au niveau de la corticale. Vous savez très bien que pour l'IRM, la résolution spatiale de tout ce qui est cortical, tout ce qui est osseux, est largement inférieure à ce qu'on peut avoir à la TDM. Donc, c'est vraiment la TDM qui va permettre d'avoir le scanner qui va permettre d'avoir le diagnostic. Et c'est un scanner qui se fait sans injection. L'IRM peut être utile pour les localisations rachidiennes d'ostéomostéoïdes. C'est avec l'ostéomostéoïde, lorsqu'il survient au niveau du rachis, il survient essentiellement au niveau de l'arc postérieur. Et à ce niveau-là, il est parfois utile d'avoir une IRM parce que là, au niveau rachidien, ce qui va dominer, c'est surtout la réaction inflammatoire plutôt que la réaction, que l'épaississement cortical. C'est pour ça, c'est peut-être la localisation où l'IRM va être, on ne va pas dire plus performante, mais va être utile, du moins tout aussi utile que le scanner.
Mais sinon, pour l'ostéomostéoïde, le diagnostic se fait sur le scanner, par la visualisation d'une idus, et il n'y a pas de biopsie à faire. Là, c'est essentiel d'intégrer ça dans la réponse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de biopsie à faire. D'accord? Ensuite, pour le traitement, alors le traitement, il se fait par ablation percutanée du nidus par radiofréquence scanoguidée. Alors, c'est très important de dire ça, parce que d'abord, c'est une localisation qui est pas très profonde, c'est quand même le segment jambier, et qui se prête très bien à ce genre de traitement. Encore une fois, on est face à une enfant de 12 ans, donc il faut essayer d'utiliser ou d'avoir recours au traitement le moins mutilant possible, avec une rançon cicatricielle la plus faible possible, et qui peut éviter aussi une fragilisation trop importante de l'os. Donc, il ne faudra pas oublier de préciser qu'il y aura une courte période de décharge aussi, et qu'il y aura une dispense de sport, et qu'il faudra aussi, parce que là, la question est de savoir quelle sera la prise en charge. Donc, quand on parle de prise en charge, c'est vraiment la prise en charge en totalité, sur le traitement, mais également le suivi. Et là, il est important de dire que le suivi, il est essentiellement clinique. Il n'y a pas d'examen complémentaire à demander face à un ostéomostéoïde à 3 à 6 mois et 1 an. Il n'y a que le contrôle clinique, et en fonction de la clinique, on peut avoir recours aux radios si jamais il y a des récidives de douleur, si jamais il y a des problèmes qui vont apparaître au cours du suivi.